Souvent décrite comme un brouillard émotionnel, la dépression touche des millions de personnes à travers le monde, affectant non seulement leur bien-être intérieur, mais aussi leur capacité à interagir avec le monde qui les entoure. Nous en parlerons tout à l'heure dans cette émission avec notre invité du jour. Également, aujourd'hui, nous allons nous rendre à l'hôpital avec Gisèle pour découvrir les gants qu'on utilise à l'hôpital. Bien entendu, c'est jeudi et forcément, vous aurez droit à une causerie du jour. Mais avant tout cela, je vais dire bonjour à Jacques et à Gisèle. Bonjour. Bonjour Blondine. Comment vous allez? Ça va. Ça va, et toi? Ça a l'air d'aller. Ça doit aller. Ça doit aller. Tu sais, ton introduction m'a beaucoup touché parce qu'aujourd'hui, la dépression, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos sociétés. Et vous savez, les questions du chômage également ont fait que beaucoup de jeunes dépriment. Être jeune, avoir ses diplômes, faire tout son possible, c'est pas rester les bras croisés, faire tout son possible, mais constater que les chances d'embauche sont aussi minimes et après on se retrouve dans sa chambre tout le temps. L'âge avance, peut-être que tu es dans la maison familiale, on t'insulte tout le temps et peut-être même que les petits frères ont trouvé mieux que toi et tout le temps dit le petit frère il va au boulot demain, il doit se reposer. Et toi le grand frère on dit demain tu es à la maison, toi tu fais quoi? Tu es à la maison, tu ne fais rien. Je vous assure que quand cette personne-là se retrouve entre ces quatre murs, elle réfléchit à longueur d'heure, en tout cas de jour. À un moment donné, elle peut se donner à tout. Alors là, ce matin, je dis à ces personnes-là beaucoup de courage, ça va aller. En tout cas, beaucoup de courage. Il y en a même qui ne savent pas exactement ce qu'ils ont, juste qu'ils savent qu'ils ne se sentent pas bien, mais ils ne peuvent pas forcément exprimer ce qu'ils ressentent. Exactement. En tout cas, notre spécialiste sera là dans quelques instants sur ce plateau pour nous éclairer sur les points sombres concernant la dépression. Oui, Gisèle. Oui, Blondine. Il y en a même qui expriment des attitudes de joie, de grande émotion, alors que au fond, ce sont des gens c'est un masque. Ce sont des gens qui sont dans un état lamentable. Et moi, je pense que c'est justement l'occasion aujourd'hui d'en parler avec le spécialiste pour que dans notre alentour, nous puissions détecter la plupart du temps ces genres de situations et savoir comment venir en aide à ces personnes. Alors ce matin, comme Jacques l'a dit, beaucoup de courage à tout le monde. La vie d'adulte n'est pas facile. Mais Inch'Allah, on va y arriver. Forcément. En tout cas, bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Vous le savez, c'est le plateau du bien-être. Par ici, on ne déprime pas. C'est la pilule contre la dépression. C'est ça. Bien entendu. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller avec la causerie du jour, une causerie très spéciale. Jacques est prêt. Quand j'utilise le très, c'est que c'est très, moi, vous savez. Je ne sors pas le très souvent. Là où tu vas dégoter tes thèmes là. Il faut nous s'envoie là. Digérer ça. Non, vous allez digérer. Je vous connais, je vous fais confiance. Alors, notre causerie nous dit ceci. Ma femme a des fantasmes sexuels et n'est jamais satisfaite quand on fait l'amour. Ma femme a des fantasmes sexuels et n'est jamais satisfaite quand on fait l'amour. Ça concerne les femmes et je dirais que ça concerne beaucoup plus les hommes. Donc je vais arracher la parole à Gisèle parce que c'est l'homme qui est à l'œuvre et à la fin la femme dit qu'elle n'est pas satisfaite. Voilà. C'est un sérieux problème et qui d'ailleurs prend de l'ampleur aujourd'hui parce que de nos jours nous assistons à différentes formes d'orientation sexuelle, des formes même de sexualité qu'on ne connaissait pas avant ou encore qui existaient mais n'étaient pas très répandues. Et aujourd'hui, il y a une certaine curiosité qui pousse l'être humain à découvrir d'autres choses davantage. Il y en a qui vont jusqu'à dire qu'ils ont maintenant le goût du risque, c'est-à-dire avoir le goût de quelque chose qui est inconcevable, quoi. Et on va jusqu'à parler des fantasmes, comme tu l'as dit, c'est-à-dire imaginer des choses dans sa tête et essayer de faire ça pour voir qu'est-ce que ça peut faire. Aujourd'hui, c'est un sérieux problème également dans les foyers, dans les couples, et moi je dirais même qu'ils sont même à la base de certaines séparations. Alors, moi je dis,
la première cause, le premier facteur qui a amplifié ce phénomène de fantasme, c'est, je ne suis pas contre ces personnes, mais je dis, c'est surtout la vulgarisation des produits pornographiques. C'est-à-dire, les industries pornographiques ont trouvé le moyen d'amener les gens à consommer ce qu'ils produisent. Et dans cette consommation, il y en a qui l'ont pris de façon... qui sont dans l'overdose, je dirais. Et aujourd'hui, ça a des répercussions sur l'être humain et je dirais sur tous les plans. Pourquoi je le dis? Les gens sont arrivés à tellement suivre la pornographie, si bien qu'à un moment donné, le désir a pris place. On est tellement satisfait que quand ils sont, c'est comme une batterie d'énergie. Ils ont tellement chargé la batterie et à un moment donné, il faut la décharger, il faut se défouler pour la recharger à nouveau. Donc, c'est tellement plein à l'intérieur, ça bouillonne que ben, ils sont obligés, sinon ils vont s'exploser. C'est ce qui se passe. Donc, les gens ont tellement consommé ces produits-là et ils veulent faire l'expérience dans le foyer. Le corps maintenant, comme le monsieur n'arrive pas à la satisfaire comme elle veut ou comme elle l'a vu dans la vidéo, ça cause problème. Vous verrez même qu'aujourd'hui, c'est ça même qui est à la base de la vulgarisation, si je dirais, des sextoys ou encore des goods comme certains l'appellent aujourd'hui. Puisque le monsieur n'arrive pas à satisfaire madame comme elle le souhaite, on parle de fantasme, elle dit fais-moi ça comme ça là, j'aime ça comme si. D'ailleurs même elle allait apprendre ça où? On ne sait pas. Et elle vient t'imposer ça à la maison. Et après tout, elle dit qu'elle n'est pas satisfaite. Et juste après les rapports sexuels, elle va dans les toilettes et c'est là, soit elle se masturbe. Bon, moi je vais dire les choses telles qu'elles, hein. Nous sommes quand même sur un plateau, il faut éduquer les gens. Elle va se masturber, ou soit elle va utiliser les gouttes. Et le monsieur peut-être est là tranquille, mais la dame est en train de continuer ses activités sexuelles de l'autre côté. Et ça crée un sérieux problème. Et parfois, ça va jusqu'à l'infidélité. À un moment donné, la femme va chercher un autre partenaire. Un pointeur, non, comment? Oui, un pointeur, je ne vais pas dire un pointeur. Un cogneur, je vais l'appeler comme ça. Un cogneur, je vais l'appeler comme ça. Un pauvre puissant. Voilà, un pauvre puissant. Un pauvre puissant qui maintenant fait le travail de monsieur. Et cette femme-là, ben, tenez-vous bien, à un moment donné, elle va vous manquer de respect. Parce qu'elle sait qu'elle a quelqu'un, même si, quoi que tu fasses, elle ira de l'autre côté se réchauffer et revenir. Et c'est un sérieux problème. Et si on ne sait même pas s'y prendre, après tout, c'est d'amener des grossesses qui viennent de l'extérieur. L'autre problème également va concerner les messieurs. Il y a des messieurs qui traînent avec des problèmes sexuels, faiblesse sexuelle ou bien quoi, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et ces messieurs n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils ont des problèmes. Et ils se gosillent dans ça. Il dit non, moi je n'ai pas de problème, c'est ma femme, elle est trop gourmande, elle est ceci. C'est vrai, il y a des femmes qui sont gourmandes, ça il faut le reconnaître. Mais parfois il faut se remettre en question aussi. Non, ma femme elle est trop gourmande, elle est ceci, sinon moi je fais le service minimum. Alors que tu as un problème, il faut avoir ce courage, l'honnêteté là de le dire et on va facilement te traiter. Plus tu te tais, plus le mal prend de l'ampleur, le mal s'enracine et à un moment donné le traitement est compliqué. Mais à ce moment-là, la femme va te quitter, elle va aller chercher soit la masturbation, soit un cogneur comme je l'ai dit. Alors, il y a un problème, il faudrait que chaque partenaire se connaisse. Maintenant, il faut également une certaine honnêteté dans les rapports sexuels. C'est-à-dire, si monsieur veut un fantasme, qu'il dit, demande à madame, tu sais quoi, j'ai envie qu'on essaie ceci. Si madame également a un fantasme, qu'elle me dise ouvertement, j'ai envie qu'on essaie ceci. Et quand on n'arrive pas, qu'ils essaient de trouver le juste milieu. Mais un rapport sexuel à outrance, un rapport sexuel qui est devenu une respiration là, ça cause problème. Et c'est là, cette histoire de fantasme ou encore de quoi rapport sexuel non satisfait, ça cause problème et on va chercher ailleurs. Je m'arrête là pour le moment. En tout cas, mais moi, en entendant Jacques parler, il y a des choses qui défilaient dans ma tête. Je me suis dit, ben, c'est vrai qu'il y a, au fait, c'est deux choses. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. Quand on parle de fantasme, on est en train de parler des choses qui rentrent dans les rapports sexuels, mais qui sont à des niveaux extrêmes. C'est-à-dire des choses qu'on
qu'on ne voit pas habituellement, ou bien des choses que dès les bases de l'intimité ou des rapports sexuels, ce sont pas des choses qui étaient vraiment c'est quoi les bases de la c'est sexualité? que c'est pas des choses qu'on voit habituellement. Mais non, parlons de comme Jacques l'a dit, ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on n'entend pas ne peut pas impacter ou bien ne peut pas agir sur l'homme. C'est parce qu'on a vu quelque part, ou bien nous-mêmes, on s'est imaginé des choses qu'on veut vraiment l'appliquer. Maintenant, moi, quand on parle de fantasme, pour moi, je vais prendre un exemple rapide. On peut parler des sadiques, par exemple. Des gens qui aiment infliger peut-être des violences lors des rapports sexuels, par exemple. On peut dire que la femme, elle tire plaisir des violences. Quand on la bat pas, par exemple, ou bien on lui serre pas le cou, excusez les termes, Étrangle-moi. on l'étrangle parce que quand les rapports sexuels On n'est pas sauvage ne avec sont pas violents, Mhm. cette femme ne tire pas plaisir. De la même manière, chez l'homme également, si l'homme, peut-être l'homme veut te menotter, ou bien l'homme veut te chicoter, c'est quand peut-être il y a du sang, tu saignes, que cette personne tire son plaisir. C'est dans ce sens que moi je veux parler des fantasmes. Parce que quand on revient dans la deuxième partie du développement de Jacques, il a parlé des hommes qui ne sont pas peut-être forts au lit, ou bien ont des comment on peut dire ça, ont des problèmes sexuels, mais qui, au lieu de reconnaître cela, disent que la femme est gourmande ou elle en demande trop. Mais moi, je dis que tous ces problèmes-là, pour pouvoir les surmonter, il faut que dès la base de la relation, on peut se parler franchement. Que l'homme, on se pose des questions qui vont même jusqu'à dans l'intimité, que la femme puisse dire à l'homme, tu sais, mais moi, avant que moi je n'atteigne peut-être mon plaisir sexuellement parlant, il faut qu'on me fasse ça va de la découverte du corps de la femme en quelque sorte. Mais il y a une nuance entre ça et le fait que la femme exige peut-être que on l'étrangle avant qu'elle ne découvre son plaisir. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance entre les choses. Donc, pour moi, si une femme dit que ou bien l'homme prétend que la femme a tellement de fantasmes qu'elle n'est pas satisfaite au lit, c'est deux choses différentes. Est-ce que tu connais le corps de ta femme? Est-ce que tu arrives à donner du plaisir à ta femme quand on parle des bases de l'intimité? C'est-à-dire, quand un homme veut aller avec une femme, comment ça se passe? Est-ce que à la fin de ça, là, ta femme a du plaisir? Si tu n'arrives pas à connaître le corps de ta femme dès les bases, on ne peut pas parler de fantasme en ce moment. Quand on parle de fantasme, ça veut dire que tu connais le corps de ta femme, tu fais tout ce qu'un homme doit faire à une femme, mais ta femme, elle n'a pas du plaisir. Et pour elle, tu dois pousser encore plus loin. Peut-être avoir des films X devant vous avant que ta femme n'a du plaisir. Ce sont des exemples que je suis en train de donner. Donc, il faut que, comme le thème le dit, il faut que dans chaque cas, qu'on fasse la nuance. Sinon, tu vas dire que ma femme, elle a tellement de fantasmes, alors que ce ne sont pas des fantasmes en réalité. Peut-être que c'est parce que tu ne connais pas le corps de ta femme. Tu ne sais pas ce qu'elle aime, vu les bases de l'intimité. Maintenant, c'est quand les choses sont tellement extrêmes, comme les exemples que je viens de donner, qu'on va parler de fantasmes. Et par là, moi, je pense qu'il faut peut-être voir, il y a des sexologues, il y a des gens qu'on peut voir, des spécialistes qui peuvent rediriger. Ou bien, il y a d'autres qui peuvent être des maladies. Il y a des fantasmes qui peuvent aller jusqu'à des maladies, des pathologies. Les sexologues, peuvent en parler. Donc, moi, je pense que dans ces sens-là, au lieu... Parce que les fantasmes rentrent aussi dans le principe de tout un chacun. Blandine, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'on retourne à la base. D'abord, quand tu as connu ta femme, elle était comment? Parce que tu pars de là. Si à un moment donné, il y a un changement subit, là, il faut se poser des questions. Maintenant, il y a une certaine hypocrisie dans les relations. Et souvent, excusez-moi, c'est les femmes qui l'affichent. Quand elle vient, pendant l'acte sexuel, c'est le tue-moi. Et qu'elle est là comme l'étoile de mer.
et c'est le monsieur seul qui s'agite. Il fait toutes ces démonstrations. La femme, elle regarde le monsieur. Maintenant, alors qu'elle a des fantasmes, elle dit non, si je commence pas parler de ces fantasmes au monsieur, il va croire que j'ai un CV lourd. Il va croire que voilà, j'ai un parcours vraiment pas possible. Et alors que ça, on crée des problèmes. À un moment donné, comme elle n'arrive plus à supporter, elle est obligée de l'exprimer autrement. Parce que quoi qu'on dise, à un moment donné, tout ce que nous enfouissons dans notre subconscient, ça finit par sortir. Et c'est là, ça cause problème. Alors, elle a dit quelque chose d'intéressant. Il faut se connaître d'abord au début. Quand vous êtes connu, comment est-ce que vous pratiquez vos rapports sexuels? Et après, qu'est-ce qui a changé? Cela est dû à quoi? La deuxième chose, dans la relation également, il faut une certaine honnêteté. C'est-à-dire, dis-moi, c'est quoi ton fantasme? Ça ne coûte rien. Dis-moi toi aussi, c'est quoi ton fantasme? Comment est-ce que tu aimerais? Il y en a même qui font des rapports sexuels sans communiquer. Comme si on était sur un champ de bataille. Mais sur un champ de bataille, quand on tue l'ennemi, on fait on fait je l'ai eu. Non, mais je suis sérieux. C'est que, comme si, bon, je sais pas moi. Mais quand comme si c'était juste un travail c'était juste à accomplir, puis voilà. C'est fini. Non. Mais même après, tu as aimé, c'était comment? J'aimerais que la prochaine fois, là, ou les prochaines fois, là, juste ça ne coûte rien. En tout cas, c'est très important, pardon, ce que vous êtes en train de dire, parce que, Jacques, tu as soulevé un point qui est très important. Il y a des femmes, on va pas se mentir. Il y a des femmes, franchement, au cours des rapports sexuels, qui ne ressentent absolument rien. Elles ne font que simuler des gémissements et autres. Je pense que, comme Gisèle l'a dit, c'est important quand même de dire la vérité à son homme, de le pousser à découvrir le corps de la femme pour que pendant l'acte sexuel, parce qu'après tout, on le fait pour aboutir à quelque chose, c'est pour la finalité quand même, à part le fait d'avoir des enfants, c'est de quand même avoir du plaisir. Et si on peut faire quelque chose, bah on le fait pour éradiquer le mal. Mais tant qu'on se tait, tant qu'on ne discute pas, tant qu'on ne communique pas, on se fait du mal. On se fait du mal. Et finalement, il y a même de ces couples qui arrivent à facilement divorcer à cause de ce problème. Parce que c'est un problème majeur, un problème crucial dans la famille. Alors, comme Gisèle l'a dit, c'est très important de pouvoir communiquer. C'est très important. Quand on dit communiquer, ici souvent, on a l'habitude de parler de la communication. Peut-être que les gens vont se demander le pourquoi on parle de communication, mais la communication, c'est la base en fait. Tant qu'on ne communique pas, le monsieur ne saura pas ce que tu aimes. Toi aussi, tu ne sauras pas ce que ton homme aime. Et forcément, il y aura des problèmes dans le couple. Donc, cette histoire de fantasme, à la base, moi, je me dis, c'est des choses qu'on imagine. C'est des choses qu'on imagine. C'est des choses qui ne sont pas forcément des choses réelles. Non, pardon. Mais c'est parce que, c'est pourquoi quand Jacques a parlé, c'est ce que tu n'as pas vu. Oui, c'est des choses qu'on imagine. C'est des choses ne peut pas te aujourd'hui, l'imagination, là, existe déjà. Les gens ont déjà vu. On a déjà vu. Pas de film X, pas plusieurs choses, des causeries et tout. Mais il faut mettre aussi une nuance. Il y a un fantasme dans fantasme. Il y a des fantasmes là, je nous assure que ça sort du commun. En ce moment-là, il faut se poser des questions. Si le monsieur refuse de satisfaire la femme à cause de ses fantasmes, moi je dis il a raison. Oui, mais il y a des choses qui sont vraiment exagérées. Quand tu demandes par exemple à un homme de te faire une chose qui, peut-être que vous êtes des chrétiens, des choses qu'on ne peut pas imaginer, des choses inimaginables, mais c'est normal que ton homme refuse. Oui, et puis dans les fantasmes, il y a ce problème de principe qui vient. Il y a des fantasmes, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un, tu peux avoir des fantasmes qui dépassent, c'est pas le monde entier. Il va te satisfaire ces fantasmes parce que ça ne le dérange pas. Selon ses principes, ça ne le dérange pas. Mais il y a certains couples qui divorcent aujourd'hui parce que l'homme veut, entre griffes, sodomiser la femme, mais elle refuse. Elle dit qu'elle ne peut pas. Ça, c'est un problème très un fantasme de l'homme. Oui. Et peut-être... Et justement, on nous demande de parler de ça, peut-être très prochainement, on va venir sur cette histoire de sodomie. Ça me revient très souvent. Je voudrais aussi, parce que, enfin, c'est dans ces fantasmes-là que cette histoire-là sort, parce que il en a entendu parler. On dit quoi? Il en a tenté dehors. Voilà. Avec des maîtresses. Parce qu'aujourd'hui... Non, c'est vrai, parce que les maîtresses de dehors ne font pas forcément ce que les dames à la maison font. Pour certains hommes, c'est pas que j'aime les hommes là. Non, c'est pas parce que ma femme des fois
elle est invivable, ma femme me crée des problèmes que forcément l'homme sort dehors. Des fois, c'est parce qu'il n'est pas satisfait sexuellement qu'il part voir. Il y a des fois, il y a des femmes paresseuses. Maintenant, moi, je reviens au sujet. Et il y a aussi une solution. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes incapable de résoudre un problème, faites appel à quelqu'un. Qui s'y connaît. Qui s'y connaît. Et moi, je dis, en réalité, il faut une thérapie de couple dans chaque couple. Je vais le dire comme ça. En fonction du cas que vous vivez. Et justement, combien sont ces couples-là qui rendent souvent visite à un psychologue? Combien sont ces couples qui rendent souvent visite à un sexologue? Surtout ici en Afrique, avec on pense que, oui, et puis parfois on pense que non, le psychologue, la dernière fois on en parlait, le psychologue c'est qui même, je vais aller raconter à c'est le médecin des fous. Ou donc, bien, quand tu envoies quelqu'un vers un psychologue, il dit est-ce que je suis fou? Voilà. Alors que c'est pas ça. Ou bien ma femme me traite de fou. Est-ce que vous voyez, à un moment donné, il faut voir les choses au-delà de ça. Et aujourd'hui, sincèrement, le monde va à une vitesse là, pas possible. Et si on ne sait pas comment faire les choses, comment harmoniser, comment arrondir les angles, je nous assure qu'on va courir à la perdition. Il faut mettre un peu de raison, un peu d'intelligence dans les fantasmes. Je vais dire quelque chose très rapidement. Souvent sur ce plateau, on parle de communication. Mais il faudrait qu'on sache que quand tu es en relation avec quelqu'un, il y a une nuance entre la communication et la compréhension. Tu peux communiquer avec ces personnes H24, mais quand elle ne te comprend pas, ou à dimanche. Mais tant que cette personne ne te comprend pas, vous n'allez jamais vous comprendre. Donc, il faudrait que quand vous êtes en relation dès les débuts, essayez d'instaurer ou bien de tisser cette relation de compréhension. C'est très important. Qu'il y ait sans tabou, quoi. Que votre relation soit basée sur le sans tabou. Que la relation soit transparente. C'est très important. La plupart du temps, il y a des gens qui veulent cacher ce qu'ils sont pour ne pas être jugés dès le début. Parce que la plupart des gens qui jugent, c'est les hommes. Ça, c'est un autre débat. Tu veux titiller Jacques et je ne veux pas qu'on rentre dans ça. Non, on va pas rentrer dans ça. Mais elle a parlé de transparence. C'est vrai, il faut dire, il faut quand même dire la vérité. Même si on va penser que tu as un CV lourd, mais parfois toute vérité. C'est quand même important. Oui, mais parfois également, il faut savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut trouver la manière. Il faut il faut avoir l'art de savoir dire les choses pour se faire comprendre. Sinon, quand tu vas vouloir dire toute la vérité, ça va te laisser. Mais c'est important. En tout cas, voilà, je pense que nous allons mettre un terme à la causerie de ce matin, qui était ma femme a des fantasmes sexuels et n'est jamais satisfaite quand on fait l'amour. Je pense que la conclusion a été faite. Hein. Si vous avez de ce genre de problème, dirigez-vous vers des spécialistes pour que vous puissiez suivre des conseils pour améliorer les conditions de vie que vous avez dans votre couple. C'est très important. Parce que quoi qu'on dise, c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre et il n'y a qu'un spécialiste qui peut véritablement vous aider à solutionner ce problème. Merci, chers tous. Nous allons donc poursuivre cette émission avec l'info du jour. Les opérations dans le cadre de la mission médico-chirurgicale de M-Africa se déroulent aussi dans le domaine de l'ophtalmologie. Les patients opérés le premier jour lundi sont retournés au CHR Kara Tomdé le mardi pour le suivi. Comment se fait ce suivi? Ézéchiel nous répond depuis Kara. 24 heures après l'opération de leur cataracte, ces patients sont suivis ici par les chirurgiens ophtalmologistes afin de leur garantir une guérison totale. La première chose, c'est l'hygiène. Il ne doit pas mettre n'importe quoi dans les yeux. Avant de mettre les colliers qu'on lui offre gracieusement dans les yeux, la personne qui va le faire doit se laver proprement les mains et les essuyer avec un mouchoir propre. Après ça, on leur explique comment on met les gouttes. En général, c'est matin, midi et soir. Ensuite, on leur explique qu'il faut éviter de frotter les yeux, donc éviter tout traumatisme sur les yeux. Après ça, le technicien supérieur d'ophtalmologie, en général, comme met pour suivre les malades, a un chronogramme. Un mois après l'opération, normalement, si tout va bien, et là, le malade a récupéré le maximum de sa vision, on le voit un mois après. Et après ce mois-là, s'il faut compléter pour améliorer sa vision avec les lunettes, on lui prescrit les lunettes. Ce suivi est tout aussi important que les autres phases de cette prise en charge chirurgicale, selon le spécialiste.
La cataracte, c'est la première cause de la cécité dans le monde et puis notre pays ne fait pas exception. Le suivi est tout aussi important que l'opération parce qu'il ne suffit pas d'opérer. Si on opère le malade et puis on le laisse dans la nature, le résultat à 100% n'est pas garanti. Donc le suivi est tout aussi important que l'opération. Notons qu'avant toute opération chirurgicale, un bilan préopératoire est effectué sur chaque patient par l'équipe de laboratoire de M-Afrique. Voilà, pas facile du tout. En tout cas, beaucoup de courage à toute l'équipe de M-Afrique depuis Kara. Nous allons aller avec la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. My lady, my sweetie, my honey, my beauty, oh. My lady, my sweetie, my honey, my beauty, oh.
my African lady. Make me feel like an African crazy. All I dream about is you. I go every day if you was in school. You know I'm not lying. With you I did feel so fine. You the one I like. Everything you do good for me is right. Yeah, won't you be my wife? Yes, yes, and tequila will fly. Yeah, you the one I like. Everything you do good for me is right. Yeah, won't you be my wife? Yes, yes, and tequila will fly. Yeah, my lady, my sweetie, my honey, my beauty. Oh, you want it to me, yeah. I need you in my life. My lovely, my greenie, my shawty, my sugar, my yeah, I can't live without ya. Cause when I close my eyes, straight that I can see ya. When your pretty smile, you take me higher. Baby girl, want you to be mine forever. Yeah, you can be my partner and I'ma be the clown, honey. Let them talk about me. Let me make it feel good. I want your neighbor, just let me be a baby. Voilà, de retour donc sur ce plateau. Après cette pause, nous allons nous rendre à l'hôpital avec Gisèle pour découvrir les différents types de gants et les différents types de gants médicaux, voilà, et leur utilité. C'est juste après le jingle. Voilà Gisèle, aujourd'hui nous parlons de gants médicaux. Oui, exactement, Blandine. Aujourd'hui, nous allons parler des gants médicaux et il faudrait qu'on sache que les gants médicaux sont des gants utilisés dans le domaine médical pour protéger les patients et les soignants des infections transmissibles. Ce sont des équipements de protection individuelle. Les gants médicaux sont fabriqués à partir de différents matériaux et sont tous jetables. Il faudrait qu'on le précise, les gants qu'on utilise à l'hôpital sont tous jetables. Dès que le praticien ou bien le professionnel de santé finit d'utiliser le gant, ça se jette immédiatement. Avec la complicité de la réalisation, nous allons avoir quelques images. Alors, nous avons différents types de gants médicaux et dans le domaine médical, les gants de chirurgie sont le plus souvent en latex. Il existe également des gants multicouches, aussi constitués de plusieurs matériaux. C'est-à-dire qu'on a utilisé plusieurs matériaux pour fabriquer ces gants-là. Également, on a des gants d'examen qui sont fabriqués en latex, en nitrile, en vinyle ou en polyéthylène. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. Ce sont des matières utilisées, ça? Oui, ce sont des matières qu'on utilise pour ces gants-là. Alors, il faudrait qu'on sache qu'il y a certaines matières ou bien certains gants qui sont plus adaptés que d'autres. Alors, nous allons en parler tout à l'heure. Il y a les gants en latex qui sont les plus couramment utilisés. C'est ça là, il y a la latex. Oui, là. oui. Okay. Car ils sont peu coûteux et offrent une bonne protection contre les infections. Cependant, les gants en latex peuvent provoquer des allergies chez certaines personnes. Les gants en nitrile sont une alternative aux gants en latex et sont souvent utilisés par les personnes allergiques au latex. C'est-à-dire, si vous êtes professionnel de santé, que vous avez utilisé des gants en latex et que vous avez constaté que vous avez eu une allergie, là, ça veut dire que vous faites une allergie au latex. Donc, ce que vous devez utiliser, à part, c'est ou bien à la place des gants en latex, ce sont des gants en nitrile. C'est comme ceux qui mettent les préservatifs en latex qui disent qu'ils font une allergie. Voilà. Il y a peut-être d'autres types qui peuvent utiliser. Jacques, je vois où tu veux en venir. Toi, Jacques. Alors, il faudrait qu'on sache également qu'il y a des gants en vinyle qui sont moins chers que les autres types de gants, que les deux autres, c'est-à-dire les gants en latex et en nitrile qu'on vient de citer. Les gants en vinyle sont moins chers, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont moins résistants et ne protègent pas bien contre les infections. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que dans l'usage médical, les gants sont vendus stériles. C'est que dans la boîte, c'est stérile, quoi.
ou non stériles en fonction de l'utilisation. Ça dépend et je pense que les personnes de santé eux-mêmes, ils sont informés. Quand ils vont en pharmacie pour acheter les gants, ils savent quoi acheter en fonction des soins qu'ils veulent donner aux patients. Alors, il existe différents types de gants médicaux, comme on vient de le dire, et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Certains sont mieux adaptés à certaines tâches que d'autres. Alors, il est important de choisir le bon type de gants pour la situation devant laquelle on se retrouve. Alors, pour finir, il faudrait qu'on rappelle qu'il existe différents types de couleurs. Vous allez voir dans les images, il y a le blanc, il y a le bleu, il y a même le noir, ça dépend. Et il y a aussi différentes tailles. Il y a un médecin qui m'a dit que il y a des gants qui vont jusqu'ici. C'est-à-dire qui prennent tout le bras. Ce ne sont pas des gants juste ici. Ce qu'on a vu sur l'image sont des gants qui arrivent ici, mais pour certaines situations ou bien certains soins, il y a des gants qui prennent tout le bras. Donc, il faudrait qu'on retienne que les gants qu'on utilise dans les hôpitaux sont tous jetables et non réutilisables. C'est tout pour à l'hôpital d'aujourd'hui. Merci beaucoup Gisèle. Nous allons encore marquer une pause et revenir avec notre invité. Allez, bon bout de liste que. On part voir. On part voir. Eisa. Non, vignez. Non, nous doit payer, non. Non, nous doit payer, non. Kakabé. On me paye, ni t'as joué, il faut voter. Et il y a un problème, non.
Et puis voilà, Jacques, désolé pour toi. J'ai été un peu sérieux. Alors nous sommes donc de retour sur ce plateau dans cette émission en compagnie de notre invité du jour, Monsieur Bernard Atou. Il est spécialiste en santé mentale et expert formateur en soins palliatifs. Beaucoup de choses pour vous, hein, monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je me porte bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons parler de la dépression. Alors, dites-nous, qu'est-ce que la dépression et comment se pose le diagnostic de la dépression? Ok. Tout d'abord, je tiens à dire merci à SOS TV pour cette opportunité de sensibiliser le public sur la thématique de la dépression. Dans quelques jours, le monde entier célébrera la journée mondiale de la santé mentale. Oui, le 10. Le 10 octobre de chaque année. Donc le thème retenu pour cette année est un mouvement pour notre santé mentale. Donc une thématique qui nous amène à débattre sur les questions de santé mentale et aussi à apporter de l'aide à ces patients qui souffrent de la maladie mentale. Donc nous remercions vivement SOS TV pour cette opportunité. Voilà, SOS Dr TV pour cette opportunité de sensibilisation. Et merci. Et je profiterai aussi de faire une petite épidémiologie pour dire quand même qu'au Togo, 30%, selon les études hospitalières, 30% des consultations nous révèlent les troubles dépressifs et 30%, 60% des hospitalisations sont cause des troubles dépressifs également. Donc il est grand temps de parler de ce sujet, de prendre au sérieux les thématiques liées à la santé mentale, d'en parler et d'aider la population. Pour venir à votre question qui est la définition de la dépression, c'est un trouble courant mais sérieux qui impacte ou qui affecte de façon négative une personne dans sa façon de penser, dans sa façon de se comporter et dans sa façon d'agir. Donc le diagnostic de la dépression est généralement posé dans un cadre précis par un psychiatre, un spécialiste en santé mentale ou un psychologue. Alors moi j'aimerais savoir quels sont les différents types de dépression qu'on a et comment est-ce que ça se manifeste. Ok, merci. Les dépressions, il y en a plusieurs types. Donc j'essaierai de donner quelques types de dépression et leurs manifestations. Nous parlerons d'une dépression réactionnelle. C'est cette dépression-là qui peut survenir suite à des événements de vie, des événements négatifs, et une perte d'un être cher, la perte d'un être cher, un décès, pour dire, une déception amoureuse, un accident et un traumatisme. L'ensemble de ces événements-là, quand cela survient, ça conduit quelques temps plus tard à ce que certains sujets fassent la dépression. Nous parlerons donc d'une dépression réactionnelle. Il y a la dépression prénatale. Une dépression prénatale, c'est cette dépression-là qui survient chez la femme enceinte pendant la grossesse. Et cette femme-là qui a peur déjà de la grossesse, qui a peur de l'accouchement et qui aura à présenter des signes comme des pleurs, l'insomnie, une difficulté à s'alimenter, beaucoup d'autres signes ou symptômes sur cette grossesse-là. On parle de la dépression prénatale. Il y a aussi la dépression postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Et cette maman-là qui se trouve en difficulté à prendre en charge son nouveau-né, qui a peur des responsabilités qui l'attendent face à cette nouvelle situation. Plusieurs femmes développent aussi beaucoup de dépression, mais qui passent inaperçues. Donc c'est des formes de dépression aussi qu'on peut retrouver chez la femme enceinte. Il y a la dépression qu'on peut retrouver aussi chez la personne âgée. Et selon l'OMS, la tranche d'âge allant de 60 à 65 ans et plus, ces catégories de personnes sont considérées comme des personnes âgées. Et généralement, cette nouvelle phase n'est pas acceptée par ces personnes-là.
et qui ont été depuis longtemps autonomes, dynamiques et tout le reste, et tout d'un coup sont sous la responsabilité de plusieurs qui doivent leur faire de petites tâches et tout le reste, deviennent nerveux, tristes, agressifs, s'installe chez eux un refus de s'alimenter, une difficulté à dormir, et une perte des habitudes, et une perte de motivation, pas d'intérêt pour les activités habituelles. C'est vraiment désagréable. Et l'ensemble de ces signes ou symptômes installés en moyenne sur 2 semaines ou plus nous fera parler d'une dépression. Et pour vous qui êtes les spécialistes du domaine, avez-vous une idée de ces causes-là de dépression? Parce que il doit forcément avoir une cause, puisque très souvent, c'est vrai, chez nous ici, on dit est-ce que le noir aussi déprime? On ne considère pas ça vraiment. Mais vous qui êtes spécialiste, quelles sont les différentes causes, les principales causes? Ça peut vraiment nous aider. Et là, lorsque on est déprimé, on identifie ces facteurs-là, on peut dire que ça c'est la dépression. Ok. Oui, généralement nous disons que le noir ne fera pas une dépression. Et ça c'est pas vérifié. C'est pas vérifié. Et la dépression, tout le monde peut faire une dépression. Ça dépend, c'est indépendamment de l'âge, du sexe, des situations socio-économiques ou culturelles. Tout le monde peut faire une dépression. Mais il y a certaines personnes qui sont plus susceptibles. Les personnes qui vivent avec des pathologies chroniques, des personnes qui ont des antécédents familiaux dans leur famille, des personnes qui prennent de l'alcool, de la drogue, ont plus de chances de faire cette maladie. Voilà. Maintenant, en parlant des causes, les causes sont multiples. On parlera des causes biologiques. Ça, c'est des déséquilibres chimiques au niveau du cerveau, où on parlera encore des troubles hormonaux au niveau du cerveau toujours. C'est des troubles, des perturbations hormonales au niveau du cerveau qui engendrent ces perturbations. Quand nous prenons la femme enceinte, au cours de sa période de grossesse, il y a des fluctuations des hormones, de l'oestrogène, de la progestérone qui fluctuent. Après l'accouchement, il y a une chute plutôt de ces hormones qui peut maintenant entraîner cette dépression chez cette femme-là qui a déjà accouché. Donc les causes hormonales peuvent induire aussi une dépression chez une femme. Vous voyez? Maintenant, ça c'est une première cause. On peut aussi trouver des causes génétiques, quand il y a des antécédents familiaux, un papa ou une maman qui a déjà manifesté une dépression, on a cette grande chance-là dans la lignée de retrouver les enfants qui peuvent faire facilement une dépression. Voilà. Donc ça, c'est les causes génétiques. Les causes environnementales, il y a les fléaux sociaux, la pauvreté, et les divorces, et les déceptions amoureuses, les soucis peuvent être à l'origine de plusieurs dépressions. Voilà. Et il y a aussi les causes psychologiques. Et le perfectionnisme. Certaines personnes ne tolèrent pas l'erreur et veulent que tout soit parfait. Et chez cette personne, quand survient l'échec, ils font une dépression. Ils ont même envie de se suicider. Voilà. Il y a aussi la baisse d'estime de soi. Quand ça survient chez certains individus, ça amène à déprimer. Voilà pourquoi il est important de valoriser les enfants à domicile. La valorisation des enfants doit commencer depuis la maison. Quand on ne doit pas insulter les enfants, tu es bête, tu es taré, tu n'es pas intelligent, tout le reste. Et quand l'enfant fait face à cette situation au dehors, il n'arrive pas à le supporter. À l'école, certains enfants, on les traite de gros, de bêtes, tu es moche, tout le reste. Certains enfants accumulent toutes ces insultes et ils font des dépressions. On en reçoit assez de cas comme ça qui viennent juste parce qu'à l'école, au service, ils ont été maltraités par les camarades et tout le reste. Donc, c'est un peu les facteurs psychologiques qui amènent quand même à des cas de dépression. Alors, souvent, il y a des personnes qui disent que quand elles traversent une période de tristesse, c'est qu'elles sont dépressives et autres. Bon, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui différencie la dépression d'une simple période de tristesse? Est-ce que c'est la même chose ou il y a quand même une différence entre la dépression et une simple période de tristesse? Oui, vous l'avez bien précisé. Une simple période de tristesse, elle est simple vraiment. Et c'est une réaction normale face à une situation spécifique.
c'est une relation normale, c'est un signe isolé et qui ne pourra pas faire une maladie. Elle survient de façon spontanée et dans quelques jours, ça disparaît. Ça, c'est une tristesse. Maintenant, quand nous parlons de la dépression, c'est une condition médicale persistante. C'est une condition médicale persistante et qui dure sur des semaines, voire des mois, et sans amélioration. Alors, justement, moi j'aimerais savoir également quel est l'impact de la dépression sur la vie courante, la vie quotidienne des gens. Parce que quand quelqu'un est dépressif, comment on peut le ressentir? Quel est l'impact que ça a sur sa vie? La dépression a vraiment un grand impact sur la vie des individus. Ça affecte les relations interpersonnelles. Au niveau des performances professionnelles, il y a une baisse de productivité et il y a une baisse de productivité. Au niveau scolaire, le rendement n'est pas bon. Et au niveau des habitudes quotidiennes, c'est perturbé. Le rendement n'est pas efficace. Donc, ça a un grand impact négatif sur la vie des individus. Est-ce qu'on peut s'en sortir? On peut sortir de cette situation? Oui, comment peut-être sortir de la dépression? La dépression, oui, on peut sortir facilement de la dépression. Ouais, surtout ceux qui connaissent les chagrins d'amour, c'est difficile pour eux c'est pas facile, de sortir de ces situations-là. Même les personnes qui travaillent une situation très très difficile. Le chômage peut-être. Surtout que la cause de cette situation est toujours là. Ça veut dire si c'est un problème de famille ou quoi, c'est que la situation est toujours là. Tu déprimes, la situation n'est pas, c'est pas passé. Il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement, il n'y a pas d'évolution. Mais comment sortir de cette dépression alors que la cause de la dépression est toujours là? Ok. C'est vrai. Et à tout problème, il y a une solution. Et c'est quand on ne cherche pas la solution et quand on est là, à se morfondre. Et il faut toujours demander de l'aide. Il faut demander de l'aide, il faut toujours en parler des situations difficiles que nous rencontrons. Ne serait-ce que le soutien moral de quelqu'un pourra nous apaiser à un moment donné que de ne pas en parler. Et le soutien psychologique à sa place, il faut demander de l'aide, aller vers un expert qui pourra peut-être mieux vous orienter sur peut-être vos mauvaises façons ou bien peut-être que les façons dont vous êtes en train de vous y prendre ne sont pas très adaptées. Maintenant, avec les spécialistes de la matière, vous avez cette facilité de mieux vous orienter ou même ils pourront vous proposer d'autres solutions. Il faut toujours en parler quand ça ne va pas. Maintenant, comment... Maintenant, moi, ce que je veux savoir, comment la thérapie de la parole peut aider une personne qui est dans cette situation de dépression. Comme l'a dit Gisèle, le problème est toujours là. Maintenant, si j'en parle, bon, qu'est-ce que ça pourra véritablement changer? Comment est-ce que ça peut m'aider en fait? Parce que le problème est là. Certes, j'en parle, mais la thérapie, bon, je sais pas, la thérapie par la parole, je me dis, quand je parle de ça, peut-être que la personne va me donner un conseil. Mais le problème est là, en fait. Surtout que tu vas parler à la mauvaise personne. Voilà. La personne, ce que cette personne va te dire va encore t'enfoncer plus. Donc, comment cette thérapie par la parole peut aider véritablement les personnes dépressives à pouvoir sortir de leur situation? Ok. Là, nous parlons de thérapie de la parole. Ce n'est pas réservé aux communs des mortels. C'est réservé à des spécialistes. Donc, du coup, c'est un cadre bien défini où le patient ou le sujet est écouté, sans être jugé, sans être critiqué. Maintenant, ces pensées négatives qui sont en train de l'enfoncer, qui sont en train de lui détruire, on l'amène à trouver des stratégies très adaptées face à ces pensées-là qui sont nuisibles, en train de lui détruire. Et maintenant, on l'amène aussi à des changements de comportement et qui pourront l'aider à être bien portant. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne la thérapie de la parole. Et ça valorise le patient. C'est un cadre où il n'est pas jugé, il est valorisé et on l'amène quand même à trouver des solutions à ses problèmes sans lui imposer. Il a des solutions, mais dans la dépression, et la tête est basse, il faut maintenant l'amener à regarder devant. Donc avec des solutions plus pratiques
et on l'amène petit à petit à avancer et à trouver des solutions à ses propres problèmes. Et est-ce que ça marche? Juste par curiosité, est-ce que les personnes qui viennent vous voir, les personnes qui souffrent de dépression, qui viennent vous voir, après cette thérapie par la parole, arrivent quand même à s'en sortir? Oui, si le patient a quitté le cadre de la famille et est arrivé jusqu'à chez nous, c'est qu'il n'a pas eu cette chance-là d'avoir quelqu'un qui l'a écouté. Et maintenant, arrivé chez nous, cette personne-là trouve quand même une personne disposée, qui ne lui critique pas, qui l'accepte et qui lui conseille, qui est toujours disponible pour lui. Donc, il trouve maintenant une famille, cette personne ressource-là, qui est toujours disposée à l'aider à avancer, sous toutes ses formes, tous les moyens. On est prêt quand même à l'accompagner jusqu'à sortir de sa difficulté. Quand ça ne va pas, il pourra nous faire recours, et pour la plupart du temps, nous ne sommes pas Dieu, et pour la plupart du temps, au moins à 80%, c'est des patients qui trouvent quand même une joie. Oui. Alors, s'il faut aborder l'aspect préventif, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour réduire le risque de faire une dépression ou carrément pour l'éviter? Ok. Parlons des aspects préventifs. Là, nous sommes déjà dans une émission où nous sommes en train de sensibiliser la population sur la dépression. Donc, tout de suite, si quelqu'un se retrouve peut-être, ou bien si quelqu'un retrouve un de ses proches présentant l'un ou l'autre des signes ou des symptômes que nous venons de citer, c'est l'occasion de rapidement toucher du doigt, ou que cette personne-là puisse chercher à aller vers un spécialiste, vérifier si ce qu'il présente comme difficulté est vraiment une dépression. Donc c'est mieux que d'attendre que la dépression s'installe. Voilà. C'est-à-dire, il y a de ces signes, il faudrait qu'on se comprenne, il y a de ces signes-là qui alertent que cette personne-là est en train d'aller vers la dépression. Bon, quels sont ces signes? Ok, d'accord. Et parlant de ces signes, nous notons ce que nous pouvons appeler une anxiété. C'est des peurs sans objet et des idées suicidaires. Un proche qui vous dit, je suis fatigué de la vie, je vais partir bientôt, et la vie ne me dit plus rien, ça n'a plus de sens pour moi. J'ai envie d'aller quelque part très loin. Oui, ce n'est pas apprendre et à la légère, à s'amuser avec des propos, à prendre au sérieux, à chercher à écouter cette personne et à la mener dans l'urgence voir un psychologue pour commencer, pour l'écouter, pour voir ce qui ne va pas. Et une personne qui est proche de vous, vous constatez que cette personne, mais vous-même vous constatez que vous ne dormez peu. Il y a une insomnie qui est là, qui s'installe, une insomnie de la seconde moitié de la nuit. Vous dormez jusqu'à 2 h du matin, puis vous êtes resté éveillé jusqu'à demain. Jusqu'au jour, vous êtes là, soit toute la journée, vous dormez toute la journée, toute la nuit, vous dormez. C'est quelques signes où vous n'arrivez plus à manger. C'est des fatigues qui s'installent, que vous ne comprenez pas, qui vous abattent toute la journée. Et vous n'avez un peu envie de rien faire. Chez certaines personnes, carrément, ils perdent la parole. Des troubles de concentration, vous posez une question, la personne sursaute. C'est vraiment quelques signes qui doivent nous amener à comprendre que là, il y a un souci. Alors, des tristesses pathologiques. Alors, pour quelqu'un qui va bien, d'accord, il va bien, il n'a pas ces signes-là. Maintenant, pour prévenir, pour que, après tout, peut-être qu'il va avoir des situations, que cette personne ne soit pas dépressive, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, nous sommes en Afrique, et dire à quelqu'un d'aller voir un psychologue, pour la plupart, c'est un peu comme on l'insulte, que la personne est malade. Non, ce n'est pas une insulte, c'est ça la prévention. Et en Europe, ils ont cette opportunité dans les établissements scolaires, ils ont un psychologue, dans les lieux de travail, ils ont un psychologue, partout il y a des psychologues. Ici, pour faire la prévention, qu'est-ce que nous devons faire? Ne serait-ce qu'en moyenne 2 fois dans une année, nous pouvons même aller vers un psychologue pour améliorer notre façon de faire. Ne pas trop croire en soi, penser qu'on est trop bien, non, on a des limites. On peut donc aller vers un psychologue qui peut nous écouter et pour améliorer notre façon de faire. On doit pratiquer le sport. On doit pratiquer le sport, faire des activités physiques, on doit faire des sorties récréatives, sortir en famille, c'est très important, manger et vraiment s'occuper.
Et c'est beaucoup d'éléments qui permettent de faire des exercices de relaxation, des exercices de méditation. Ça aide beaucoup à la bonne santé mentale. Avoir des stratégies de relaxation, ça fait du bien à l'organisme. Alors, nous allons parler de la prise en charge. Ouais. Vous venez de dire que quand une personne est souffrante, qu'elle souffre de dépression, il faudrait emmener cette personne à aller voir un psychologue. Alors déjà, ici au Togo, quels sont les centres de prise en charge de cette maladie-là? Merci. Au Togo, nous avons beaucoup de centres aujourd'hui qui prennent en charge la maladie mentale et les troubles psychologiques. Pour citer, nous avons un service de psychologie et de psychiatrie à l'interne du CHU Sylvanus Olympio. On a un service de psychiatrie et de psychologie à l'interne du CHU Campus. On a le centre de santé mentale Saint-Jean-de-Dieu d'Agoué. On a le centre de santé mentale Paul-Louis René à Kégué. On a le centre psychiatrique de Zébé. Et dans tous les CHS, CHP, des ONG et associations aujourd'hui, ou vraiment pour l'assistance ou bien l'aide à ces patients qui souffrent de pathologies mentales. Donc, une prise en charge est faite sur toute l'étendue du territoire national. Alors, il y a des gens qui vont se demander, d'accord, on nous demande d'aller voir un psychologue, mais est-ce que c'est gratuit? Ça coûte? Pensez oui. Est-ce que c'est exorbitant, ou bien c'est quand même par rapport à notre condition de vie, est-ce que c'est abordable? Ok. Et tout de suite, j'ai cité les centres publics, et qui sont des centres vraiment publics où les coûts sont à la portée de la population. Les consultations sont, si je peux me permettre de donner le prix, c'est à 3 000, c'est à la portée de la population. Et donc tout le monde peut se permettre, se donner ce privilège-là d'aller se faire consulter, voir un psychologue et se faire écouter. Voilà, donc c'est accessible à la population. D'accord. Et non, vu des moyens, si quelqu'un veut se rendre dans une clinique, quitte à lui, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Oui. En tout cas, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, d'ailleurs la fin de notre entretien. Quels sont les derniers conseils que vous avez à donner et surtout vos mots de fin? Ok, merci. La dépression, c'est une maladie complexe, mais traitable. Il est important aujourd'hui de sensibiliser le public et d'aider les personnes qui en souffrent à se faire traiter. Et on peut sortir facilement de la dépression et avoir une vie très équilibrée. Merci à la chaîne pour l'opportunité. Merci à tous les acteurs de la santé mentale et merci à nos patients pour la confiance qui ne cesse de nous accorder. Merci également à vous, Monsieur Bernard Atou. Je rappelle que vous êtes spécialiste en santé mentale et expert formateur en soins palliatifs. On espère vraiment, parce que ici c'est le plateau du bien-être, on parle de bien-être, on espère vous revoir très prochainement, surtout que le 10, on parlera de la santé mentale. Si vous n'êtes pas disponible, peut-être un collègue à vous, pour nous on est preneurs, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi pas nous parler même des soins palliatifs? D'accord. Le 12 octobre, c'est la journée mondiale des soins palliatifs. Voilà, donc si vous avez l'opportunité, vous pouvez repasser dans cette émission parce que ici on parle de bien-être, on parle de santé et on est vraiment disposé à pouvoir communiquer autour de ces sujets avec nos chers téléspectateurs. Tout le plaisir sera. Ok. Merci beaucoup à vous, merci également à vous Gisèle et Jacques. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. En ce jour, je fais un gros big love à toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, ces personnes qui traversent une période difficile. N'oubliez surtout pas, tant que la vie est là, tant qu'on évolue, forcément une situation noire peut se transformer en une situation rose. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On vous aime fort par ici. Gisèle, fais-leur le cœur. Big love. Bisous à vous. Jacques est jaloux de vous les téléspectateurs. Jacques, en tout cas, on se retrouve. En tout cas, on vous aime. Big love. On vous aime. On vous porte énormément dans nos cœurs. C'est pour cela que demain, on se retrouve encore pour un nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Au revoir.